20 ans d'azote, puis rien vu? Ça sonne un peu comme une devinette, hein? On s'imagine que 2 décennies de pollution, ça doit laisser des traces, surtout sur nos forêts boréales. Pourtant, une étude vraiment fascinante, menée ici même au Québec, nous raconte une toute autre histoire. Une histoire de résilience qu'on ne soupçonnait pas. Allez, on plonge là-dedans. L'azote, pour les plantes, c'est un peu comme du café. Ça stimule la croissance, c'est essentiel. Le problème, c'est que nous, avec nos industries, nos voitures, notre agriculture, on en envoie beaucoup trop dans l'atmosphère. Et tout cet azote en trop finit par retomber partout, sur nos écosystèmes. La grosse question, c'est donc, à quel moment cet engrais se transforme-t-il en poison pour nos forêts? Pour essayer de comprendre ça, des chercheurs ont eu une idée assez audacieuse. Ils se sont dit, au lieu d'attendre des dizaines d'années pour voir les effets, pourquoi ne pas accélérer le temps? Ils ont donc décidé de simuler le futur directement dans la forêt pour voir comment elle réagirait. OK, juste pour être certain qu'on se comprend bien. Quand on parle de dépôt atmosphérique d'azote, qu'est-ce que c'est? En gros, imaginez une fine pluie d'engrais invisible qui tombe continuellement du ciel. Ce sont des petites particules d'azote qui viennent de la pollution et qui se déposent partout, y compris dans nos forêts. C'est précisément ce phénomène que les scientifiques ont voulu étudier. Bon, alors, comment on fait pour simuler le futur dans une forêt? Eh bien, ils ont choisi un petit coin de forêt et pendant 20 ans, ils l'ont mis sous haute surveillance pour voir comment elle allait réagir à beaucoup plus d'azote que la normale. Tenez-vous bien, parce que c'est une histoire de longue haleine. Ça a commencé en 2001, dans une forêt des Pénettes noires bien de chez nous. Chaque année, de juin à octobre, les scientifiques allaient sur place pour épandre à la main une solution de nitrate d'ammonium, qui est un type d'engrais azoté. Ensuite, de 2002 jusqu'à 2020, à chaque semaine, ils prélevaient des échantillons d'eau dans le sol. 20 ans de données, c'est un travail de moine qui nous donne une fenêtre incroyable sur la vie secrète de la forêt. Pour que ce soit une vraie expérience, il fallait pouvoir comparer. Ils ont donc créé 3 scénarios. Le premier, c'est le groupe témoin. On n'ajoute rien, on le laisse tranquille. C'est notre point de référence. Le deuxième groupe a reçu une faible dose, soit 3 fois plus d'azote que ce qui tombe du ciel normalement. Et le troisième, là on a mis le paquet. Une forte dose, soit 10 fois la normale. C'est un peu comme regarder 3 futurs possibles se dérouler en même temps. Mais attention, quand on dit faible dose, il ne faut pas se laisser avoir par le mot faible. Ce traitement simulait ce que la forêt aurait reçu en 60 ans de dépôts atmosphériques normaux. 60 ans de pollution, mais concentrée en seulement 20 ans. Et la forte dose, accrochez-vous bien, là, on parle de l'équivalent de 200 ans de dépôt. 200 ans. L'idée, c'était vraiment de pousser le système à sa limite pour voir s'il allait craquer. Alors, après avoir bombardé une forêt avec l'équivalent de 2 siècles de pollution azotée, on s'attend à quoi? La plupart des experts auraient parié sur des problèmes sérieux, un écosystème en détresse. Mais ce que les chercheurs ont trouvé a surpris tout le monde. Voici la conclusion principale sortie directement de l'étude. Malgré ces doses massives, il y a eu, et je cite, « presque aucun impact important ni durable sur l'eau dans le sol ». Autrement dit, l'eau que les racines des arbres boivent est restée à peu près pareille. C'est un résultat complètement inattendu. Et ce graphique, c'est l'image parfaite de ce résultat. Ça montre la concentration de nitrate dans l'eau du sol pendant les 20 ans. Regardez les lignes du bas. Pour les groupes témoins et faibles doses, elles sont complètement écrasées au plancher. Ça ne bouge pratiquement pas. Même la ligne pour la forte dose, oui, on voit des petits pics, mais la tendance générale reste incroyablement basse. C'est la preuve par l'image qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Si on regarde les moyennes sur 20 ans, c'est encore plus frappant. Les 2 premières barres, pour le groupe témoin et la faible dose, sont minuscules et presque identiques. La 3e barre, celle de la forte dose, est un peu plus haute, c'est vrai, mais ce qui est crucial, c'est que la valeur absolue reste extrêmement faible. La différence est là, mais elle est infime. Et pour vous donner une autre idée, pour l'ammonium, une autre forme d'azote, 90% de toutes les mesures prises en 20 ans dans les parcelles témoins étaient en dessous du seuil minuscule de 0,020 mg par litre. C'est si bas que c'est à peine détectable. Ça montre à quel point, naturellement, la forêt ne laisse rien passer. Alors la question qui tue, où est passé tout cet azote? On en a versé des tonnes, mais il n'est pas dans l'eau du sol. Il a bien dû aller quelque part, non? C'est là que le mystère s'éclaircit. Et la réponse, en fait, elle est toute simple. La forêt a tout mangé. Il faut comprendre que nos forêts boréales sont naturellement affamées en azote. C'est un nutriment qui est très rare pour elles. Alors, avec le temps, elles sont devenues des machines hyper efficaces pour capturer et conserver le moindre gramme d'azote qu'elles peuvent trouver. La meilleure image, c'est celle d'une éponge affamée. Dès qu'un peu d'azote arrive, tout l'écosystème se jette dessus.
Les arbres l'absorbent par leurs racines, les mousses au sol en gardent une bonne partie et les milliards de microbes dans la terre le consomment. C'est un travail d'équipe si efficace qu'au final, il ne reste presque rien qui peut s'infiltrer plus profondément dans le sol. Bon, c'est une belle histoire de science, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'avenir de nos forêts au Québec et dans l'Est du Canada? Les implications sont en fait assez importantes. Pour mettre les choses en perspective, regardez ce graphique. Il montre que la pollution à l'azote en Amérique du Nord a atteint un sommet dans les années 70 et depuis, elle est en forte baisse. Ça veut dire que même au pire de la pollution, nos forêts n'ont jamais subi des doses aussi intenses que dans l'expérience. Et plus qu'elles ont résisté à des doses extrêmes, ça veut dire qu'elles sont encore plus en sécurité aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle. Le message à retenir, il est clair et puissant. La forêt boréale de l'Est du Canada est beaucoup plus robuste face à la pollution à l'azote qu'on l'aurait cru. Elle a une capacité de résilience qu'on avait vraiment sous-estimée. Alors, est-ce que ça veut dire que notre forêt boréale est invincible? Non, bien sûr que non. Mais cette étude nous montre que, face au dépôt d'azote, elle possède une force insoupçonnée. C'est sa fin naturelle qui la protège. Et comme la pollution est en baisse, on peut être assez optimiste. C'est un rappel puissant de la force tranquille de ces écosystèmes qui sont si importants ici, chez nous.